28 juin 1971. Sous le soleil estival, à Columbus Circle, aux abords de Central Park, une foule festive s'est progressivement rassemblée pour célébrer la fierté ethnique. Des milliers de personnes sont venues exprimer leur soutien à la Ligue italo-américaine des droits civiques, une organisation qui, officiellement, se consacrait à combattre les stéréotypes négatifs présentant les Italiens comme des criminels. Mais derrière cette façade respectable se trouvait une autre réalité. Le mouvement était dirigé par nul autre que Joe Colombo, un puissant parrain de la mafia. Joe Colombo s'avance vers le podium pour prononcer son discours. La foule l'acclame, tout semble parfait, et puis... En une fraction de seconde, tout bascule. Des coups de feu retentissent et Colombo s'effondre sous les yeux de milliers de témoins médusés. L'ambiance festive vire au cauchemar absolu. Les gens pleurent, se bousculent, courent dans tous les sens. C'est le chaos total. Le tireur, un jeune homme noir qui, pour s'approcher de sa cible, avait eu la brillante idée de se faire passer pour un photographe de presse. Malin, mais pas assez apparemment, puisque les forces de l'ordre le maîtrisent rapidement. Mais voilà où l'histoire devient encore plus folle. Avant même que ce type puisse ouvrir la bouche pour expliquer ses motivations, l'un des gardes du corps de Colombo règle la question à sa façon. Une balle, et finit les interrogatoires. Dans le milieu, personne n'est dupe. Quand on connaît les codes de la pègre new-yorkaise, on sait très bien qui profite ce genre de coup d'éclat. Et très rapidement, un nom circule dans toutes les conversations. Joe Gallo. Car, voyez-vous, abattre un parrain en plein jour, devant des milliers de témoins, ce n'est pas juste un meurtre. C'est un message qui dit « Je suis Joe Gallo, et maintenant, c'est moi qui commande ici ». Mais qui était vraiment ce Joe Gallo? Et comment un homme a-t-il pu oser défier l'un des parrains les plus respectés de New York? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Le 7 avril 1929, dans les rues pavées de Brooklyn encore marquées par les premiers signes de la crise économique, Joey Gallo vit le jour au cœur d'un quartier particulièrement dur. Dès ses premières années, l'enfant révéla un caractère bien trempé, faisant preuve d'une indépendance remarquable qui frisait parfois la franche défiance. Cette personnalité affirmée se manifesta très tôt, alors que Joey n'avait que 4 ans. Agacé par ses cheveux blonds et bouclés qu'il n'aimait pas, il prit un jour le rasoir droit de son père et décida de les couper lui-même. Ce geste d'enfant, aussi impulsif que maladroit, trahissait déjà une indépendance de caractère qui allait marquer son parcours. Joey grandissait avec l'âme d'un hors-la-loi, un esprit rebelle qui semblait déjà à contre-courant. Et le décor dans lequel il évoluait n'avait rien d'un lieu d'enfance idyllique. Durant la Grande Dépression, le quartier de Red Hook, à Brooklyn, figurait parmi les plus misérables de New York. Le voisinage baignait dans une atmosphère grise et oppressante où la pauvreté se lisait sur chaque mur, dans chaque ruelle. Pour donner une idée de l'ambiance, le canal Gowanus, qui traversait le quartier, était un véritable égout à ciel ouvert, saturé d'excréments, d'ordures et de détritus en tout genre. Et malgré cela, comme tous les gamins du coin, Joey y plongeait sans hésiter pour apprendre à nager. C'était ça, Red Hook. On apprenait la vie au milieu de la misère, et l'on se débrouillait avec ce que l'on avait. Côté famille, on ne peut pas dire que Joey ait tiré le gros lot. Son père, Umberto Gallo, était ce qu'on pourrait poliment appeler un entrepreneur indépendant. Comprenez, un contrebandier raté et un petit truand qui ne pesait pas bien lourd. Mais malgré ses échecs répétés, il nourrissait d'immenses ambitions pour ses 3 fils, comme s'il avait placé en eux toute la revanche qu'il n'avait jamais pu prendre. Un ancien de Red Hook, Mauricio Ross, devenu plus tard informeur du FBI, racontera. Le vieux Gallo n'a jamais voulu que ses fils deviennent des hommes ordinaires. Il ne les voyait pas travailler dans une boutique ou sur les docks. Non, lui, il les préparait à la rue. Il leur répétait que, pour survivre, il fallait être plus dur que les autres et ne jamais reculer. À la maison, il leur inculquait l'idée qu'il n'y avait qu'une seule manière de réussir. Intimider, frapper
et, si nécessaire, tuer. C'était pas une éducation, c'était un dressage. Ces gamins n'avaient pas le choix, ils devaient devenir des voyous, des prédateurs, et ils étaient fiers de ça. À Red Hook, le crime faisait partie du quotidien. Les docks, les ruelles sombres et les bars enfumés servaient de terrain de chasse à la pègre. Mais Mal Capone, autre enfant de Brooklyn, avait débuté sa carrière criminelle sur ces quais. Mais pour les frères Gallo, ce n'était pas Capone qui marquait les esprits, c'étaient les figures locales. Parmi elles, une se détachait plus que toutes les autres, Albert Anastasia, surnommé le Seigneur de la Mort. Il régnait sur Murder Incorporated, l'organisation chargée d'exécuter les basses œuvres de la mafia new-yorkaise. Dans un tel environnement, les modèles ne manquaient pas. Et si l'on était destiné à entrer dans la mafia, suivre les traces d'un homme comme Anastasia semblait presque naturel. Mais une question demeure, comment devient-on un Anastasia? La réponse est simple, on commence par faire le sale boulot. À 16 ans, Joey fit ses premiers pas dans l'univers du crime. Aux côtés de son frère Larry, il devint collecteur de paris clandestins et homme de main pour la famille Profaci. Leur mission était claire, récupérer l'argent des joueurs de Red Hook endettés auprès de la famille. Et lorsque ces derniers tardaient à payer, Joey se chargeait de leur rappeler leurs obligations, les passant à tabac sans la moindre hésitation. Malgré sa petite taille, 1,68 m pour 65 kg, il compensait largement par une agressivité hors du commun. Beaucoup le disaient psychopathe, et il suffisait de croiser son regard pour comprendre. Une rage froide brûlait dans ses yeux. Très vite, ses responsabilités s'élargirent. Il ne s'occupait plus seulement des parieurs récalcitrants, mais récupérait aussi l'argent des usuriers et faisait appliquer les raquettes de protection pour le compte des Profaci. Alors qu'il se faisait peu à peu un nom comme homme de main, Joey trouva de nouveaux modèles. Non plus seulement dans les rues de Red Hook, mais aussi sur grand écran. Il passait des heures dans les salles obscures à regarder des films de série B. Il admirait les petits durs incarnés par James Cagney. Mais son véritable coup de cœur fut un personnage en particulier. Tommy Udo, le gangster vicieux et psychopathe interprété par Richard Widmark dans Kiss of Death. Lorsque Joey découvrit ce film à la fin de son adolescence, ce fut une révélation. Dans Udo, il reconnut une part de lui-même, même sourire cruel, même folie imprévisible. Ce n'était pas seulement un rôle de cinéma, mais un modèle à incarner. Dès lors, Joey commença à cultiver cette image délirante, théâtrale, presque caricaturale, mais terrifiante. En jouant ce personnage de psychopathe incontrôlable, il savait qu'il pouvait inspirer la peur. Et la peur, dans son univers, valait autant que la violence. En 1950, à seulement 2 mois de son 21e anniversaire, la réalité le rattrapa. Il fut arrêté pour cambriolage. Mais au tribunal, Joey se distingua encore. Son attitude frappa immédiatement tous les présents. Impassible, presque amusé, il semblait complètement détaché, comme si rien ne pouvait l'atteindre. Le juge James Samuel Watson, chargé de son dossier, se souvient. 42 ans. 42 ans à juger des hommes et des femmes, à voir passer des visages de toutes sortes. Certains me suppliaient, d'autres me défiaient. Mais ce gamin-là, je ne l'oublierai jamais. Il ne ressemblait pas aux autres. Son regard, c'était comme s'il n'était pas vraiment là, vide, absent. Et je me suis surpris à me demander, est-ce qu'il comprenait seulement ce qui lui arrivait? Est-ce qu'il réalisait le poids des charges qu'on lui lisait? Devant une telle attitude, la seule décision responsable était de l'envoyer à l'unité psychiatrique du Kings County pour une évaluation. C'est dans cette unité que Joey reçut pour la première fois le surnom qui allait lui coller à la peau jusqu'à sa mort, Crazy Joe. Un surnom qui, croyez-moi, n'avait rien d'anodin. Pendant un temps, Joey parvint à berner le psychologue. Mais la comédie finit par prendre fin et il plaida coupable pour effraction. Seulement voilà, ce surnom de Crazy Joe n'était pas un simple sobriquet qu'on se donne entre copains. Joey avait compris quelque chose de fondamental sur la nature humaine, la peur de la folie. À sa sortie, il fit de cette réputation de fou un véritable outil de travail. Avec le soutien de ses frères Larry et Albert, il transforma cette étiquette de cinglé en arme psychologique.
C'était là le génie de Joey. Il savait que, dans le milieu, il valait mieux être craint qu'aimé. Et quoi de plus effrayant que de passer pour complètement incontrôlable? Car, après tout, on peut négocier avec un dur, on peut raisonner avec un violent. Mais avec un fou, un vrai psychopathe imprévisible, là, c'est une autre histoire. Personne ne sait de quoi il est capable, et c'est exactement ce qui le rend si dangereux. Très vite, la petite bande des frères Gallo commença à faire parler d'elle dans le quartier. Et quand on faisait du bruit à Red Hook, cela remontait forcément aux oreilles de celui qui comptait vraiment, Joseph Profaci, le chef de famille en personne. Joey s'était déjà fait remarquer comme un homme de main particulièrement efficace pour intimider les récalcitrants. Mais ses talents ne s'arrêtaient pas là. Il passa rapidement au niveau supérieur, celui où l'on ne se contente plus de faire peur, mais où l'on élimine définitivement les problèmes. Personne ne sait exactement quand Joey Gallo commit son premier meurtre. C'est le genre d'information qu'on ne note pas dans un carnet. Mais d'après les estimations de la police, il aurait exécuté au moins 15 assassinats pour le compte de la famille Profaci durant les années 1950. En octobre 1957, un contrat changea la donne. Un meurtre qui fit les gros titres et permit à Joey de prouver qu'il était capable de jouer dans la cour des grands. La cible, rien de moins qu'Albert Anastasia lui-même, le fameux seigneur de la mort, chef de Murder Incorporated, celui-là même que les gamins de Red Hook admiraient de loin. Imaginez l'ironie, le gamin qui rêvait de devenir comme Anastasia allait finalement être celui qui l'enverrait à Patresse. La roue tourne vite dans le milieu, très vite. Le 25 octobre 1957, au salon de coiffure de Grasso à New York, Albert Anastasia se détendait pendant qu'on lui faisait son rasage et sa coupe quotidienne. Il était si insouciant qu'il ne jugea même pas nécessaire d'avoir quelqu'un pour veiller sur lui. Soudain, 2 hommes armés firent irruption et ouvrirent le feu. Ils le touchèrent à 5 reprises environ, mais aucun tir ne fut immédiatement mortel. C'est alors que l'un des gangsters s'approcha et lui asséna le coup de grâce en pleine tête. La police n'a jamais pu prouver quoi que ce soit contre les frères Gallo. Officiellement, le meurtre d'Anastasia reste classé non résolu. Mais dans les rues de Brooklyn, dans les bars enfumés et les arrière-salles, tout le monde savait. C'était eux, les tueurs. Et Joey? Eh bien, Joey n'était pas du genre discret. Au contraire, il s'attribua volontiers le mérite de l'opération. Il alla même plus loin. Il demandait qu'on appelle, lui et 4 de ses complices de Red Hook, le quintet du salon de coiffure. Car dans le milieu, descendre le seigneur de la mort en personne, c'était comme décrocher un Oscar. Cela donnait instantanément une réputation, un respect, une aura que l'argent ne pouvait pas acheter. Joey n'était plus seulement ce gamin turbulent de Red Hook. Désormais, il avait gravi les échelons pour devenir l'un des hommes de main les plus redoutés de la mafia. Mais ce rôle restait trop étroit pour lui. Joey n'avait jamais été fait pour obéir. Son véritable objectif, renverser Joe Profaci et s'emparer de son empire. Porque mi amor, why did you leave me waiting here? À la fin des années 1950, Joey et son frère Larry eurent une idée de génie. Enfin, une idée de génie version Gallo, si vous voyez ce que je veux dire. Ils montèrent une entreprise qui, sur le papier, paraissait parfaitement respectable. La Direct Vending Machine Company. Un nom sérieux, des documents en règle, tout ce qu'il fallait pour rassurer l'administration. Mais, bien évidemment, derrière cette façade légale se cachait une toute autre réalité. Le juteux trafic de jukebox orchestré par les Gallo. Car, voyez-vous, les frères n'avaient aucun mal à convaincre les bars du quartier d'installer leurs machines. Quand Crazy Joe et Larry débarquaient chez un patron pour lui proposer leurs services, disons que la négociation était plutôt expéditive. Marco Bianchi, propriétaire du Bar & Grill à Brooklyn, se souvient. Quand les frères Gallo sont venus me voir pour leur jukebox, la discussion a été courte. Ils m'ont fait une offre que je ne pouvais pas refuser. Soit j'installais leur machine, soit mon bar avait un accident. Alors j'ai dit oui, comme tout le monde dans le quartier. Leur jukebox marchait très bien, mais chaque pièce qui tombait dedans sonnait comme un rappel, celui de la peur.
Le système était simple et redoutablement efficace. Vous acceptiez leur machine, ou alors vous expliquiez à votre assurance pourquoi votre établissement avait mystérieusement pris feu. Cette petite entreprise rapportait gros au galop, très gros même. Et le plus beau dans tout ça, officiellement, ils étaient de respectables hommes d'affaires du secteur du divertissement. Mais les méthodes persuasives des galops, ainsi que leurs petites affaires parallèles, commençaient à faire du bruit. Et quand on fait trop de bruit dans le milieu, il y a toujours quelqu'un pour vous entendre. En février 1959, ce quelqu'un prit la forme d'une commission sénatoriale qui décida d'ouvrir une enquête sur l'infiltration de la mafia dans plusieurs secteurs. Collecte des ordures, distributeurs automatiques, jukebox, bref, tous les petits business juteux que les familles avaient l'habitude de contrôler. Et devinez quel nom figurait en bonne place sur leur liste. Gallo. La commission était dirigée par du beau monde. Le sénateur John McClellan, accompagné de son conseiller juridique en chef Robert Kennedy et son frère, alors simple sénateur John Fitzgerald Kennedy. Autant dire que les Gallo n'allaient pas faire face à n'importe qui. Le 30 juin 1959, Joey Gallo et ses frères furent convoqués pour témoigner devant la commission sénatoriale sur le crime organisé. Une affaire sérieuse, vous me direz. Sauf que ce n'est pas Joey Gallo qui se présenta ce jour-là. Non, c'était Gallo, la star du cinéma. Quand Joey fit son entrée dans la salle d'audience, ce fut du grand spectacle. Manteau noir, lunettes de soleil, il ressemblait trait pour trait à un méchant de film des années 1940. Dès les premières minutes, une chose était claire, Joey n'avait aucune intention de se plier à qui que ce soit, pas même au gouvernement américain. C'était un véritable duel public, à l'échelle nationale, entre ce gangster de cinéma plus vrai que nature et Robert Kennedy en personne. Tout au long des auditions retransmises, Joey répéta inlassablement une seule formule. « J'invoque le 5e amendement. » Encore et encore. Thug or a hoodlum? Is that the classification or category you'd come in? Proceed. I respectfully decline to answer because I honestly believe my answer might tend to incriminate me. Are you also known as a racketeer and gangster? I respectfully decline to answer because I honestly believe my answer might tend to incriminate me. What labor organization or unions are you now associated with? I respectfully decline to answer because I honestly believe my answer might tend to incriminate me. All right, proceed, Mr. Kennedy. Une façon élégante d'invoquer le droit de garder le silence, mais surtout une marque de mépris actif envers tout le système. Kennedy pouvait s'époumoner, multiplier les questions et exercer des pressions. Rien n'y fit. Aucune preuve concrète ne permit d'incriminer Joey Gallo et l'ennemi public numéro 1 des États-Unis repartit libre. Après cette prestation digne d'un Oscar, Joey se sentit invincible. Et il avait ses raisons, Joey venait littéralement de se transformer en star de la mafia aux yeux de toute l'Amérique. La réputation des Gallo se répandit à travers le pays. Mais voilà le paradoxe. Aux yeux du public, il pouvait sembler un gros poisson. Au sein de la famille Profaci, il restait un petit joueur, un simple exécutant qui recevait des ordres. Joey avait du succès, c'était indéniable. Il se montrait flashy, faisait parler de lui et possédait cette aura de célébrité que peu de gangsters atteignaient. Mais derrière toute cette façade glamour, Gallo savait parfaitement qu'il n'était toujours qu'un employé payé à la tâche. Il devait renverser la majeure partie de ses gains au vieux Profaci. Malgré tout le faste et la renommée nationale, il gérait toujours le racket des jukebox, ce petit business d'extorsion au nickel et au centime. Et c'est exactement là que le vieux Profaci voulait le maintenir. Joe Profaci considérait Joey et ses frères comme des clowns, des marionnettes efficaces, certes, mais des marionnettes. Malgré son jeu d'acteur, Gallo n'était pas stupide. Il savait qu'on l'écartait, qu'il ne faisait pas partie des vrais plans de Profaci et qu'il resterait cantonné aux basses œuvres. Et cela faisait peser un danger, un esprit instable comme celui de Gallo pouvait basculer à tout moment. Joey savait exactement ce qu'un héros gangster à l'écran, comme Tony Udo, ferait dans une telle situation. Prenons des fusils et faisons ce qu'il faut pour obtenir ce que l'on veut. C'était l'idée cinématographique parfaite du gangster. Un type complètement fou qui se dresse contre le système pour prendre ce qu'il estime lui revenir. N'oublions pas l'essentiel.
c'était un psychopathe. Dans sa tête dérangée, l'idée germa qu'il pourrait éliminer ce vieux et prendre le contrôle de toute la famille. Joe Profaci s'apprêtait à apprendre une leçon fondamentale. Asseoir son autorité sur un tueur comme Crazy Joe, c'était comme poser la main sur une bombe à retardement. Et cette bombe était sur le point d'exploser. À bien des égards, Joey Gallo incarnait parfaitement l'idée classique du jeune délinquant des années 1950. Une sorte de rébellion à la Marlon Brando, mais version pègre. Pour lui, ces vieilles règles poussiéreuses imposées par Joe Profaci n'avaient aucune valeur. C'était l'éternel conflit entre l'ancienne génération et la nouvelle. D'un côté, les traditions, la hiérarchie, le respect des anciens. De l'autre, l'impatience, l'ambition dévorante et cette envie de tout casser pour reconstruire à sa façon. Profaci, qui n'était pas né de la dernière pluie, sentait bien le danger qui couvait. Il savait que Joey représentait un danger, mais il rapportait gros. Alors, tant que les frères Gallo faisaient entrer l'argent, on pouvait bien tolérer leur excentricité. Pour tenter de garder Gallo sous contrôle, Profaci eut alors une idée plutôt maligne. Lui confier une mission extraordinaire. Tuer l'un des siens. Frankie Schotz Abatimarco, un capitaine de la famille Profaci responsable du racket des jeux clandestins. Le problème avec Frankie, c'est qu'il résistait au vieux Profaci. Il refusait de lui verser sa part d'argent. Une insubordination que Profaci ne pouvait pas tolérer. La promesse était claire. Tu l'élimines et vous prenez le contrôle de son business. Et ce n'était pas des cacahuètes. C'était une part énorme de l'empire criminel qui était en jeu. Et Joey ainsi que ses frères prirent Profaci au mot, persuadés que c'était le genre de contrat digne des plus grands films de gangsters hollywoodiens. Il y avait même une question d'honneur là-dedans. Ils ne perdirent pas de temps. Ils sortirent et criblèrent Frankie de balles. 15 balles en plein visage. Du travail d'artiste, selon leurs critères. Les Gallo étaient aux anges. L'empire de Frankie Schotz vaut la bagatelle de 2,5 millions de dollars. Pour des gars qui se battaient encore pour quelques centaines de dollars de raquettes de jukebox, c'était le jackpot absolu. Mais voilà, il y a un rebondissement dans l'intrigue, et pas du genre qu'on aime. Profaci change les règles du jeu. Au lieu de tenir sa promesse, il remet la part la plus lucrative du racket de Schotz à son beau-frère. Une trahison pure et simple. Les vieux les avaient tout simplement trahis, utilisés comme des pions pour éliminer un problème, puis jetés comme de vulgaires mouchoirs. Et quand la nouvelle se répandit dans le milieu, Joey entra dans une rage froide. Les autres gangsters se moquaient ouvertement. Gallo devint fou, complètement fou. Dans sa tête de cinéphile obsessionnel, une seule pensée tournait en boucle. Ce n'est pas ainsi que le film est censé finir. Dans les films qu'il adorait, le héros ne se faisait pas avoir comme un bleu. Le héros prenait sa revanche. Alors, Joey décida de réécrire sa propre fin. Car voyez-vous, pour Joey, la question était devenue simple. Quel est le moyen le plus rapide de réussir dans la mafia quand les règles du jeu sont truquées? Non, je ne vais pas passer ma vie à n'être qu'un rouage de cette machine corrompue. Je vais faire les choses à ma manière, même si ça veut dire détruire la machine entière. Il fallait déclencher une révolution. Et s'il doit y avoir une révolution, elle se fera à la manière des Gallo. L'idée de Joey était simple, brutale. On va tous les descendre. On prend le vieux, on l'enlève, on kidnappe ses lieutenants. Et ensuite, on les tue. Point final. Pas de négociation, pas de subtilité, pas de plan en 17 étapes. Du pur Crazy Joe. Mais voilà le truc. Dans toute l'histoire de la mafia américaine, un tel complot n'avait jamais existé. Jamais. Personne n'osait s'en prendre directement à un parrain sans l'aval de l'organe dirigeant. Personne, sauf Joey Gallo. Car lui, c'était un rebelle jusqu'au bout des ongles. Les règles, il s'en fichait royalement. Son plan ne respectait absolument rien des codes d'un coup mafieux. Et pourtant, il y avait bel et bien des traditions pour ce genre d'affaires dans le milieu. Si tu veux renverser un boss, tu dois d'abord obtenir l'autorisation de la commission. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, laissez-moi vous expliquer.
La commission avait été mise en place par Lucky Luciano en personne pour éviter que la violence n'éclate au sein de la mafia. Une sorte de conseil de sécurité du crime organisé, si vous voulez. Pendant 30 ans, son autorité n'avait jamais été remise en question. Jamais. C'était l'instance suprême, celle qui tranchait les conflits, qui donnait ou retirait le droit de vie et de mort. Un système qui avait permis à la mafia de prospérer dans une relative stabilité. Mais Joey Gallo, lui, il veut une révolution. Sa version des choses est limpide. Au diable la commission, on va faire ça à notre manière. À quoi bon demander leur approbation quand on peut tout simplement prendre ce qu'on veut par la force? Ce qu'il prépare, c'est ni plus ni moins qu'un coup d'État. Un renversement complet de l'ordre établi, sans passer par les voies officielles du milieu. Et une fois Profaci éliminé, Joey Gallo n'entend pas jouer les second rôles. Il exige d'être la tête d'affiche, le nouveau parrain, le patron incontesté. Vous saisissez l'ampleur de la folie. Crazy Joe était sur le point de briser un système qui fonctionnait depuis 3 décennies, de défier l'autorité suprême de la mafia new-yorkaise et de s'auto-proclamer chef d'une des 5 familles les plus puissantes du pays. Dans sa tête de psychopathe, c'était parfaitement logique. Dans la réalité, c'était du suicide organisé à grande échelle. Et pourtant, en février 1961, le plan insensé de Joey Gallo se met bel et bien en marche. À travers Manhattan, une vingtaine de ses hommes frappent le cœur du clan Profaci. C'est mené comme un raid de commando. En plein après-midi, ils enlèvent 5 lieutenants de premier plan, dont le bras droit du parrain. Du jamais vu dans l'histoire de la mafia new-yorkaise. Personne ne s'attendait à une offensive aussi directe. L'élite du haut commandement se retrouve maintenant en joue, enfermée dans une chambre d'hôtel quelque part à Manhattan. Tout ressemble à un coup d'état éclatant, parfaitement orchestré. Sauf pour un détail de taille. Le grand patron manque à l'appel. Ils ont kidnappé le cercle intime du Don, ses conseillers, ses hommes de confiance, mais pas l'homme qu'il fallait, pas le Don lui-même. Et comme dit le proverbe, quand on s'attaque au roi, il faut l'abattre. Car, voyez-vous, prévenu à temps, on ne sait jamais comment, Joey Profaci avait pris la fuite. Il s'était envolé vers la Floride. L'opération était un demi-succès, ce qui, dans ce genre d'affaires, équivaut souvent à un échec total. Avec Profaci à l'abri, tout bascule. Les Gallo, hier encore en position de force, se retrouvent acculés. Larry, l'aîné, garde la tête froide. Pragmatique, il propose de s'adresser à la commission. Mais Joey, lui, n'est pas du genre à attendre. Pas de compromis. Pour lui, c'est la gloire ou la mort. Son idée est radicale. On tue un otage et on dépose son corps devant la porte du vieux. Mais s'il tuait un homme de Profaci, ce dernier reviendrait avec 200 soldats. Et alors, tout serait terminé. Au bout du compte, c'est l'aîné qui reprend la main et impose son choix. La seule voie possible pour éviter un bain de sang, c'est la négociation. Et contre toute attente, la commission finit par donner son feu vert. You left me stranded, looking like a fool. All those nights alone in our bedroom. L'idée de la commission pour régler ce coup d'état est limpide. Pas de violence, pas question d'attirer davantage l'attention sur la mafia, car c'est mauvais pour les affaires. La commission ordonne donc à Joe Profaci de négocier une trêve, et aux Gallo de libérer leurs otages. Pour Joey, c'est un désastre. Le coup d'état s'est effondré. Pas de parrain renversé, pas de prise de pouvoir. Juste de la soumission aux règles d'une commission qu'il méprise. Dans sa tête, une révolution, ça se fait dans la rue, pas dans des salons feutrés autour de négociations hypocrites. N'importe quel mafieux normal se serait fait discret après un tel fiasco, aurait baissé la tête, accepté sa défaite, repris le petit train-train quotidien. Mais Joey Gallo n'est pas un mafieux comme les autres. Sa prochaine décision est unique dans toute l'histoire de la mafia. Il décroche. Il file à Greenwich Village, le cœur de la contre-culture du début des années 1960, et il s'y sent immédiatement à sa place. Joey adopte sans réserve le style de vie beatnik. Le révolutionnaire enflammé troque le pistolet pour la pipe à cannabis.
Il découvre la marijuana, expérimente avec diverses substances, s'immerge dans cette culture de la rébellion intellectuelle. Joey vit sa révolution personnelle, et surtout, il rencontre Jeffy Lee Boyd. Pendant un temps, elle parvient à adoucir ce double de gangster psychopathe, car Joey, qui vivait jusque-là dans un monde en noir et blanc, fait de violence et de codes rigides, découvre à travers Jeffy, jeune, libre et sauvage, un horizon éclatant de couleurs hollywoodiennes. Et comme toujours avec Joey, il pousse son nouveau rôle à l'extrême. Jazz, relations libres, expérimentation avec les substances. Crazy Joe se réinvente une fois de plus. Puis, le 6 avril 1961, lors d'une cérémonie simple à l'hôtel de ville, Joey épouse Jeffy Lee. Les deux tourtereaux s'installent dans un appartement de Greenwich Village, loin du tumulte de Brooklyn et des règlements de compte mafieux, où Joey passe de longues heures à lire, surtout Hemingway. Il voulait paraître raffiné, différent. Il ne voulait pas passer pour un minable. Mais si Joey tente d'échapper à ses démons, la mafia, elle, n'a aucune intention de le laisser faire. Joe Profaci avait peut-être accepté une trêve en public, mais au fond, il voulait sa revanche. Le vieux, fidèle à l'ancienne école mafieuse, considérait qu'on ne s'attaquait jamais aux parrains. L'obéissance devait être totale, absolue, sans discussion. L'idée même que Gallo ait pu lancer une rébellion contre lui n'avait qu'une seule conséquence possible dans son esprit. Gallo devait mourir, et la guerre éclata. Le sud de Brooklyn et President Street devinrent l'épicentre d'une véritable guerre civile mafieuse. Une poignée de 40 hommes du clan Gallo tenaient tête à l'armée de la famille Profaci, dans une sorte de Thermopyles version mafia. Le 15 août 1961, un colis apparut devant l'un des bars appartenant au Gallo. Depuis plusieurs jours, Joseph Jelly, un homme de main du clan, avait mystérieusement disparu. À l'intérieur du paquet, on retrouva ses vêtements remplis de poissons et par-dessus, son doigt annulaire tranché. Les capots de Profaci, John Shimone et Sally D'Ambrosio l'avaient abattu, découpé, enfermé dans un baril de 200 litres et jeté à la mer pour qu'il dorme avec les poissons. Un message sicilien, pur et dur. Puis, le 21 août, Larry partit seul rencontrer Carmine et Persico, John Shimone et Sally D'Ambrosio dans un bar, ignorant que les trois jouaient double jeu pour Profaci. Persico passe une corde autour du cou de Larry, qui, à l'agonie et étouffant dans ses derniers râles, est sauvé in extremis par un policier entrant par hasard dans l'établissement. Les assaillants lâchèrent aussitôt la corde et prirent la fuite. Larry survécut, mais il garderait à vie une cicatrice autour du cou. Cette fois, le message était clair. Joey Gallo serait le prochain sur la liste noire de Profaci. Fini les livres d'Hemingway, fini les discussions intellectuelles, fini les joints à Greenwich Village. Il était temps de reprendre son ancien rôle. Crazy Joey, le tueur psychopathe, était de retour. Pour de bon, cette fois. Prêt à tout pour une guerre totale, Joey transforme son quartier général en véritable forteresse militaire. Les hommes de Profaci n'allaient plus pouvoir les frapper aussi facilement qu'avant. Ils installèrent des barbelés sur le toit, comme dans les films de guerre. Ils recouvrirent toutes les fenêtres de grillage métallique pour empêcher qu'une grenade ou une bombe artisanale ne soit jetée à l'intérieur. Des guetteurs postés jour et nuit, des armes cachées partout. C'était bel et bien une guerre ouverte au cœur de Brooklyn. Et c'est exactement le rôle que Joey attendait depuis le début. Le rôle qu'il avait toujours rêvé de jouer. L'underdog héroïque, le rebelle face à l'oppression. Dans sa tête dérangée, il était redevenu le héros de son propre film noir. Le psychopathe charismatique qui défie l'ordre établi, qui refuse de plier, qui préfère mourir debout que vivre à genoux. Et comme dans tous les bons films de gangsters qu'il adorait tant, Joey savait parfaitement comment cette histoire devait se terminer. L'histoire ne pouvait s'achever que dans un bain de sang. Mais pour le reste du gang, la mission de Joey tenait carrément du suicide collectif. À la fin de l'année 1961, le bilan était déjà lourd. 4 membres déjà tués, 3 autres blessés. Et le pire dans tout ça, ils étaient devenus prisonniers de leur propre quartier général. L'hiver approchait, et incapables de faire tourner leurs affaires criminelles habituelles, les Gallo se retrouvaient complètement fauchés, réduits à vivre dans la misère la plus totale.
La situation devint si désespérée que la compagnie d'électricité Con Ed finit par leur couper le courant. La moitié du gang finit par déserter, et ceux qui restaient ne tenaient plus qu'à un fil, physiquement et moralement épuisés. Acculé, Joey tenta alors d'extorquer de l'argent à un certain Teddy Moss, propriétaire d'un bar du quartier. Une cible facile, pensait-il. Mais il ne se doutait pas que Teddy Moss n'était pas du genre à se laisser faire. À ce stade, la cote de Joey était tellement basse qu'un simple patron de bar osait lui tenir tête. Et au lieu de céder, Moss alla directement voir les flics. C'était exactement l'occasion qui les attendait depuis des années. Le nom de Joey Gallo figurait déjà en haut de leur dossier. Et avec ce témoignage, ils tenaient enfin l'occasion rêvée de le faire tomber. Et c'est exactement ce qu'ils firent. Fin de la révolution. Le 21 décembre 1961, Joey Gallo est reconnu coupable de conspiration et d'extorsion. Cette fois, le système triomphe et frappe le rebelle d'une lourde sanction. Il est condamné à une peine de 7 à 14 ans de prison. Pour un homme qui vivait chaque jour comme s'il tournait un film, c'est un sacré retour à la réalité. Avec Crazy Joey derrière les barreaux, l'ordre est rétabli dans le monde souterrain de la mafia. Pour l'instant, du moins. En prison, Joey fut immédiatement placé à l'isolement pour sa propre sécurité. Il ne mangeait que des plats préparés par des personnes de confiance, car Profaci avait des hommes à l'intérieur qui tentaient de l'empoisonner. Il fit de son mieux pour s'acclimater à la vie derrière les barreaux. En détention, il entama une seconde phase de son existence. L'autrefois violent et impulsif Gallo se calma progressivement, passant désormais son temps à lire et à peindre. Le psychopathe découvrait les joies de l'art et de la philosophie. Voltaire, Kant, Nietzsche, Schopenhauer, Joey dévorait tout ce qui lui tombait entre les mains. Bientôt, il fut sorti de l'isolement et plongé dans une prison divisée par les races et les ethnies. Blancs, noirs, portoricains, juifs, italiens. Chacun forme son gang, chacun tient son territoire. Mais Joey, fidèle à son instinct de joueur à contre-courant, choisit de se rapprocher des détenus noirs. Là, il se lia d'amitié avec un certain Nicky Barnes, qui deviendrait plus tard le baron de la drogue à Harlem. Il alla même jusqu'à briser une règle cardinale de l'univers carcéral. Il accepta qu'un coiffeur noir lui coupe les cheveux. Dans les prisons des années 1960, c'était un acte révolutionnaire. Ce geste fut perçu comme une provocation directe par les suprémacistes blancs. Le chef de leur groupe, surnommé le Klansman, fit passer un avertissement à Joey. Mais Gallo répondit à sa manière. Il s'en prit d'abord au messager, le roi de coups, puis traqua le Klansman lui-même. Armé d'un couteau, il se jeta sur lui arracha une oreille en hurlant avant de la jeter dans les toilettes. Même derrière les barreaux, Joey Gallo restait insaisissable. À l'extérieur, les choses s'étaient apaisées. Le 7 juin 1962, son ennemi juré, le parrain Joe Profaci, mourut d'un cancer. Ironie du sort, après toutes ces tentatives d'assassinat, après toute cette violence, c'est finalement la maladie qui eut raison du vieux boss. Mais ce répit n'apporta aucune victoire. En 1968, c'est Larry, son frère fidèle, qui s'éteignit lui aussi, fauché par la maladie à seulement 41 ans. Son autre frère, Albert, n'avait tout simplement pas l'envergure nécessaire pour prendre la tête de l'organisation. L'avenir du clan Gallo n'avait jamais paru aussi sombre. Sur le plan personnel, les coups portés étaient tout aussi rudes. Derrière les barreaux, Joey voyait son mariage se déliter. L'éloignement avait causé un fossé avec Jeffy. Il finit par l'encourager à refaire sa vie. Le divorce fut inévitable. Les temps étaient durs, mais Joey fit ce qu'il pouvait pour continuer à aider son gang depuis l'intérieur de la prison, à distance, avec les moyens du bord. Puis, un nouveau nom surgit, un nouveau parrain, Joseph Colombo. Dur, ambitieux, enraciné dans Brooklyn, Colombo prit le contrôle de l'ancienne famille Profaci et la rebaptisa à son nom. Mais lui n'avait ni le temps ni l'envie de ressasser les vieilles rancunes. Il voyait plus grand,
plutôt que de s'égarer dans les querelles du passé, il préféra tisser des liens solides avec la communauté italo-américaine et bâtir sa propre puissance. Colombo affirmait avoir fondé la Italian American Civil Rights League pour protéger les droits des Italo-américains et lutter contre les stéréotypes. La Ligue manifestait même devant le New York Times pour dénoncer l'utilisation du mot mafia dans leurs articles. Alors qu'on croyait que l'organisation de Colombo combattait sincèrement les préjugés, elle servait en réalité de paravent parfait à un nouveau trafic. Une partie des dons récoltés finissait directement dans ses poches, un procédé qui ressemblait fort aux raquettes des jeux clandestins qu'il connaissait si bien. Pour gonfler les recettes, Colombo envoyait ses hommes de main faire pression sur les commerçants italiens afin qu'ils adhèrent à la Ligue. Si une boutique n'affichait pas l'autocollant de la Ligue dans sa vitrine, la vitre était brisée. La Ligue connut tout de même quelques succès retentissants. Elle réussit notamment à convaincre les producteurs du film culte Le Parrain de ne pas utiliser les mots mafia et Cosa Nostra dans le scénario. Pour Joey Gallo, c'était insupportable. Colombo, ce petit joueur qui, au moment de son incarcération, ne faisait que surveiller des parties de dés sur les quais, était désormais assis sur le trône de la famille. Qu'un homme de si peu d'envergure soit devenu parrain le laissait abasourdi. Et Joey n'était pas le seul à grincer des dents. Les campagnes publiques de Colombo irritaient aussi les parrains des autres familles new-yorkaises. Colombo attirait une presse et une attention médiatique beaucoup trop voyantes. Or, la mafia est censée rester une organisation secrète, dans l'ombre. On ne peut pas y inviter les journalistes comme dans une conférence de presse. Après 10 années passées derrière les barreaux, Joey Gallo, âgé de 41 ans, retrouva enfin la liberté. De retour à New York, il se remaria rapidement avec son ex-femme, Jeffy. Joey confia à ses amis qu'il voulait désormais consacrer son temps à la lecture, à la musique et peut-être même à l'écriture d'un livre. L'image parfaite du détenu réhabilité qui veut tourner la page. Mais Joey n'était pas un homme ordinaire. Ce n'était pas quelqu'un qui sort de prison transformé. Non. La réconciliation avec Jeffy dura moins d'1 an. Pendant ce temps, Joey reprit discrètement ses affaires sur President Street. Joey commença alors à s'imposer sur les raquettes de Colombo le long des quais de Brooklyn. Car voyez-vous, il était parfaitement conscient des succès accumulés par Joe Colombo durant son incarcération. Et ça le rongeait profondément. Ce Joe Colombo, autrefois insignifiant, dirigeait désormais tout l'empire qu'il avait tenté de conquérir 10 ans plus tôt. Joey fit savoir qu'il était de retour et que les choses allaient changer. Il alla droit voir Colombo et exigea $100 000, une compensation qu'il estimait amplement méritée pour tout l'argent qu'il avait rapporté à la famille au fil des années. Mais Colombo refusa et lui proposa à la place une somme dérisoire de $1000 pour financer un simple dîner de bienvenue. Cette offre fut perçue par Joey comme une gifle monumentale, un affront inacceptable. Pendant plus d'une décennie, il avait été soumis, d'abord par Profaci, puis par Colombo. Désormais, au péril de sa vie, Joey était décidé à obtenir enfin le respect qu'il estimait dû. Peu importait que ce soit Joe Profaci ou Joe Colombo, un boss restait un boss. Or, Joey ne voulait pas d'un patron, il voulait être le patron. Peu importe qui se trouvait au sommet, il allait le défier. Le 28 juin 1971, à Columbus Circle, Manhattan, Joe Colombo s'apprêtait à monter sur scène lors d'un rassemblement de la Ligue italo-américaine des droits civiques. Un certain Jerome Johnson s'avança, un appareil photo à la main. Il sortit soudain une arme et tira 3 balles dans la tête de Colombo. Le parrain s'effondra. D'autres coups de feu retentirent aussitôt. Quelqu'un venait d'abattre le tireur. Colombo fut transporté d'urgence à l'hôpital. Il tomba dans un coma dont il ne se réveilla jamais. Pour la police, la presse et la mafia, tout semblait indiquer que Joey Gallo avait orchestré l'attentat. Immédiatement, sa photo fut placardée à côté de celle de Johnson dans les tabloïds, renforçant les soupçons. Joey nia farouchement toute implication, mais parce que l'attaque avait été publique et spectaculaire, cela ne pouvait vouloir dire qu'une seule chose dans le milieu. Je suis Joey Gallo, et maintenant, c'est moi le patron. La famille Colombo, furieuse, tint alors son propre tribunal de la mafia et condamna Joey Gallo à mort.
C'était une sentence ouverte, pas une mission confiée à un homme en particulier. N'importe qui pouvait tuer Joey Gallo et serait grassement récompensé. Mais Crazy Joey n'avait peur de personne. Il se sentait renforcé par ce qu'il croyait être une victoire sur la famille Profaci. Il était tout simplement imprudent. Il vivait au jour le jour. Demain ne l'intéressait pas. Qu'il y ait un contrat sur sa tête ou non, Joey savait qu'au cinéma, le héros finit toujours par gagner. Pourtant, la famille Colombo, dirigée par Joseph Iacovelli, dit Joey Iac, ne plaisantait pas. Un contrat ouvert fut posé sur la tête de Gallo. Désormais, n'importe quel homme de la Cosa Nostra pouvait l'abattre, quelle que soit sa famille. Joey ne broncha pas. Pire, il se moquait de Colombo, cloué à son lit d'hôpital, affirmant qu'il n'était plus qu'un légume. Désormais, il s'affichait dans les clubs, bras dessus, bras dessous avec acteurs et chanteurs fascinés par ce mélange de gangsters et de stars. En mars 1972, il épousa l'actrice Sina Essari, de 14 ans, sa cadette. Ses proches le suppliaient de rester discret. Mais 3 semaines plus tard, pour son 43e anniversaire, Joey emmena sa femme, sa sœur et la fille d'Essari au mythique Copacabana. C'était ainsi. Joey ne craignait rien. Peut-être parce qu'il n'était pas tout à fait normal, ou peut-être parce qu'il était un vrai gangster, et les vrais gangsters n'ont pas peur. Ce soir-là, Peter Lemangelo monta sur scène, puis Don Rickles, l'humoriste, fit rire la salle entière. Joey était entouré de ses fidèles, Pete the Greek et Bobby Darrow. Mais Bobby croisa une fille et Joey, généreux, lui dit d'aller la raccompagner. Aux petites heures du matin de 7 avril 1972, la fête continua. Joey, Pete the Greek et la famille Essari quittèrent le Copa pour le restaurant Umberto's Clamhouse à Little Italy. Là, un membre de la famille Genovese reconnut Gallo. Il décrocha le combiné du téléphone public, appela Joey Iac et reçut le feu vert. Quelques minutes plus tard, Carmine Sonny Pinto DiBiase et ses hommes surgirent. Sonny Pinto fit feu, épaulé par son complice. Joey, dans un dernier réflexe, attira les balles sur lui pour protéger sa famille. Criblé de projectiles, il vacilla, puis s'effondra sur le trottoir, juste à l'extérieur du restaurant. À ses côtés, Pete the Greek fut touché à la fesse, mais parvint à rester debout. Quant aux tueurs, ils ne demandèrent pas leur reste. En quelques secondes, ils avaient déjà disparu, engloutis par la nuit new-yorkaise. At about 5:30 this morning, the best that we can determine at the moment, an unidentified male walked in the side door, fired some shots, and then ran from the premises. Joe Gallo is dead. DOA at Beekman Downtown Hospital. Les funérailles prirent des allures grandioses. La mère de Joey, brisée par la douleur, ne parvenait pas à retenir ses larmes. Autour d'elle, le clan tout entier et les habitants du quartier s'étaient rassemblés. Personne n'osait parler. Seul régnait un silence dense, pesant, un silence chargé de deuil et de respect. What did Joey Gallo mean to this neighborhood? He was a nice guy, as far as my point of view. When you say he was a nice guy, did he do anything to help the neighborhood? Oh yeah, lots of what I've seen of it. Did you like him? Sure. Why? What? He's a good guy. Why do you say he was a good guy? He tried to help everybody around here. L'histoire de Joey Gallo résumait à elle seule toutes les contradictions de la mafia. Le protecteur du quartier, l'homme flamboyant, les femmes, l'argent facile, mais aussi la guerre sanglante qu'il fallait mener pour y parvenir. Derrière les sourires et les vitrines illuminées, il y avait les cadavres découpés en morceaux, les veuves aux larmes silencieuses et les enfants condamnés à grandir dans des foyers brisés. Le dernier frère Gallo encore debout, Albert, dit Kid Blast, prit la tête du clan. Dévoré par la vengeance, il lança des contrats sur tous les tueurs impliqués dans l'exécution de Joey. Une équipe fut montée pour frapper le cœur de l'ennemi. Il pensait trouver Joey Iac et Carmine Persico dans un club bondé, mais l'opération tourna au fiasco total. 4 innocents furent abattus, du grand n'importe quoi, même selon les standards de la mafia. Peu après, Bobby Darrow, l'ancien garde du corps de Joey, traqua un propriétaire de bar allié à Joey Iac.
Il le suivit jusque dans les toilettes et l'abattit de 2 balles dans la nuque. Arrêté, il fut condamné à la prison à vie. Le clan Gallo se désagrégea peu à peu. Les survivants rejoignirent d'autres familles, abandonnant le navire en perdition. Quant à Joe Colombo, il ne sortit jamais de son coma et s'éteignit en 1977. Après la fuite de Joe et Yak, le pouvoir revint à Carmine the Snake Persico, celui-là même qui avait tenté d'étrangler Larry Gallo avec une corde des années plus tôt. Il régna sur la famille Colombo jusqu'à sa mort, en 2019, derrière les barreaux, toujours condamné à 139 ans de prison. C'est ainsi que s'achève notre histoire consacrée à Joey Gallo. Merci d'avoir pris le temps de la découvrir. J'espère qu'elle vous a intéressé et qu'elle vous aura permis d'en savoir plus sur ce personnage haut en couleur de l'histoire du crime organisé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. C'est un geste simple mais qui m'aide énormément et pour lequel je vous suis très reconnaissant. Merci aussi pour vos messages et votre soutien dans les commentaires. J'espère vous retrouver très vite pour de nouvelles histoires. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt. Maybe a love like ours can leave out its cause.